Je m'appelle Théo Nepivoda. En tant que jeune journaliste, j'ai voulu mettre mes compétences au service de causes qui me tiennent à cœur. Je me suis donc spécialisé dans le journalisme engagé. Je vous accueille dans l'Angle, la newsletter audio qui vous propose d'écouter l'actualité autrement. Tous les 15 jours, la rédaction de Care News vous propose un condensé de l'actualité engagée. Environnement, social, nouvelles formes d'engagement, économie sociale et solidaire, RSE, impact. En 3 temps, nous redécouvrirons les informations clés de ces 2 dernières semaines avec le demi-tour, le journal complet de l'engagement, l'invité de la semaine et enfin, le grand angle, une chronique personnelle sur le secteur. Cette semaine dans l'Angle, Greenpeace de retour de la COP27 en Égypte, mais aussi l'arrêt de Plus belle la vie, une série plus engagée qu'il n'y paraît. Mais avant toute chose, voici le demi-tour. On se penche sur les grosses actualités de ces derniers jours avec Christina Diego, rédactrice en chef de Care News. Et Christina, tu reviens pour nous sur l'accueil par la France de l'Ocean Viking et des 234 personnes secourues. Oui, après une brouille diplomatique avec l'Italie et son gouvernement d'extrême droite, la France a accepté d'accueillir le bateau affrété par l'ONG SOS Méditerranée. Il est arrivé dans le port de Toulon en fin de semaine dernière. À son bord, 234 migrants, dont un certain nombre d'enfants, secourus quelques jours plus tôt. Un article de Care News revient sur les activités de SOS Méditerranée et de son bateau humanitaire en activité depuis 2019. En effet, Ocean Viking patrouille habituellement à une 50aine de kilomètres de la côte libyenne où de nombreuses embarcations de migrants sont signalées. 2300 personnes ont été secourues depuis le début de l'année. Après une alternative gaming avec le Z-Event, le Téléthon a aussi eu sa version écolo. Oui, l'émission aux arbres citoyens, qui a eu lieu sur France 2 mardi 8 novembre dernier, présentée par Hugo Clément et Léa Salamé, a permis de collecter 1,8 million d'euros au profit de France Nature Environnement. Les dons permettront de financer une vingtaine de projets au profit des forêts françaises. Et Christina, vendredi 11 novembre, on commémorait l'armistice qui marque l'arrêt provisoire de la Première Guerre mondiale. Et chez Care News, ça a suscité notre curiosité. Les associations d'anciens combattants sont-elles vouées à disparaître ? Il existe en France près de 17 000 associations d'anciens combattants en France, mais par loi naturelle, elles ont baissé de 25% par rapport à 2010. Quand on parle du monde associatif combattant, on pense surtout aux 2 premières guerres mondiales, à la guerre d'Indochine et à la guerre d'Algérie. Il y a aussi les nouveaux anciens combattants, les soldats engagés dans les OPEX, des opérations extérieures. Aujourd'hui, l'objectif pour ces associations d'anciens combattants est double. D'un côté, se moderniser, attirer les nouvelles générations d'anciens combattants dans leur rang. De l'autre, se réinventer et passer d'une mission de réparation des soldats en retour de mission à celle de transmission de la mémoire vers les jeunes générations. Un défi donc, mais qui pourrait leur permettre de trouver un second souffle. Et article donc à retrouver sur carenews.com. Merci beaucoup Christina Diego, rédactrice en chef de Care News. On se retrouve dans 2 semaines. Bonjour Clément Sénéchal, vous êtes chargé de campagne climat pour Greenpeace et vous revenez de Sharm el-Sheikh en Égypte puisque vous avez assisté à la première semaine de la COP27. 196 pays y étaient présents, 40 000 personnes. Au programme, bilan des engagements de réduction d'émissions, mais aussi justice climatique. D'abord, comment était l'ambiance sur place ? Quel est votre ressenti ? L'ambiance sur place, elle est faite d'une forme de lassitude, puisque les émissions de gaz à effet de serre mondiales continuent d'augmenter, alors qu'on est à la 27e édition de ces conférences internationales sur le climat, qui ont commencé en 1995.
Mais pour autant, il y a aussi de la détermination qui est là et qui est matinée d'une forme de colère et d'impatience. La COP se termine vendredi, donc vendredi 18 novembre, mais essayons déjà de faire un premier bilan. Si l'on devait mettre en lumière une réussite de ce rendez-vous, quelle serait-elle selon vous? Ce qui est positif cette année, c'est qu'on parle vraiment de justice climatique et qu'on entend vraiment la voix des pays du Sud et des populations les plus vulnérables dans les couloirs de ces négociations. Et on a ce qui est clé aujourd'hui sur la question du réchauffement climatique, c'est de parvenir à une solidarité internationale qui soit plus conséquente. Pourquoi? Parce que le réchauffement climatique accélère, ses impacts sont de plus en plus nombreux et meurtriers. Et donc, ça veut dire déjà des centaines de milliers de morts depuis le début des années 90. Ça veut dire la moitié de l'humanité qui souffre de pénurie d'eau. Ça veut dire des dizaines de millions de personnes qui voient leur existence détruite à cause des inondations monstres, comme au Pakistan et au Nigeria. Et donc, on a besoin d'argent de la part des pays riches pour réparer les pertes et dommages, donc les dégâts, les tragédies inévitables et irréversibles qui sont liées au réchauffement climatique. Et cette année, on a obtenu qu'enfin une discussion formelle soit inscrite à l'agenda officiel sur la question du financement des pertes et dommages. Et ça, c'est inédit dans l'histoire des COP jusqu'à présent. Donc, c'est une petite lueur d'espoir à mettre au crédit de la COP 27. On verra comment ce sujet se dénoue dans les jours qui viennent. Et Clément Sénéchal, les États se sont-ils affichés comme plus ambitieux en termes de réduction d'émissions? C'était un des objectifs de cette COP. On a vu que l'Union européenne a légèrement revalorisé ses objectifs. Quel bilan là-dessus? Alors, l'Union européenne n'a pas revalorisé ses objectifs pour l'instant, hein, ça c'est de la communication. Ce qui s'est passé à la COP 26 à Glasgow, c'est que la communauté internationale s'était engagée à revenir à la COP 27 avec de nouveaux objectifs. Et que toutes les parties, tous les pays, y compris l'Union européenne, viennent avec des objectifs rehaussés. Ils avaient jusqu'au 23 novembre pour le faire. Il n'y a qu'une trentaine de pays qui l'ont fait, mais pas l'Union européenne ni la France. L'Union européenne, elle dit qu'elle s'est déjà fixé auparavant un objectif de moins 55%, donc qui était plus ambitieux que les moins 40% précédents. Et elle dit que si on négocie toutes les directives qui vont découler de ce nouvel objectif, eh bien, si elles sont ambitieuses, on atteindra peut-être les 57%. Mais pour l'instant, voilà, c'est un propos qui est hasardeux. Rien n'indique que les trilogues en cours, donc entre les États membres, la Commission européenne, le Parlement européen, ne débouchent sur des compromis qui soient ambitieux et qui permettent de réduire de 57% les émissions européennes. Et de toute façon, c'est un chiffre qui n'est pas au niveau. Les rapports d'expertise disent que l'Union européenne, en raison de sa responsabilité historique dans l'accumulation des gaz à effet de serre et en raison de ses capacités d'action, donc ses capacités économiques, elle devrait viser les moins 65% à horizon 2030. Alors, en dehors de ça, il n'y a pas eu d'annonce majeure durant ces 2 semaines. Ce qu'il faudra surveiller, c'est est-ce qu'on a la notion de sortie des énergies fossiles qui figure bien dans le texte de décision de la COP27. Donc plus de communication, d'affichage que de réel de réelles avancées. Vous parlez de la France, la présence d'Emmanuel Macron a été remarquée avec un discours à la tribune au tout début de la COP27, mais concrètement, quelle a été la place de la France dans ces discussions? Est-ce qu'on peut dire qu'elle est moteur ou pas du tout? Non, la France décroche dans la diplomatie climatique. Déjà, c'est un pays qui ne respecte pas ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. C'est un pays qui vient avec un budget ultra carboné à la COP27. C'est un pays qui continue de soutenir massivement la production et la consommation d'énergie fossile. C'est un pays qui n'a toujours pas mis de nouveaux objectifs sérieux sur la table. C'est un pays, par la voix de son président, qui se pose vraiment en donneur de leçons, ce qui n'est pas du tout de nature à fluidifier les négociations internationales. C'est un pays qui refuse pour l'instant le principe d'un mécanisme de financement sur les pertes et dommages, donc sur l'aspect financier qui n'est pas au niveau non plus. Donc pour l'instant, la France n'est pas du tout un acteur moteur dans ces enceintes multilatérales. Merci beaucoup pour votre éclairage. Clément Sénéchal, chargé de campagne climat pour l'ONG Greenpeace.
C'est le moment du grand angle, une chronique personnelle sur l'actualité engagée. Après 22 ans sans interruption, la série quotidienne de France 3 Plus belle la vie s'arrête ce vendredi 18 novembre avec au compteur 4666 épisodes. Lisa Domergue, journaliste chez Care News, je ne trahis rien en disant que tu n'as pas loupé un épisode depuis le lancement en 2004. Tu es d'ailleurs très triste de cet arrêt. Et tu reviens pour nous à cette occasion sur l'engagement de cette série avant-gardiste sur de nombreux sujets de société. Oui, et pour ça, nous n'avons qu'à remonter en 2013, par exemple, 2 mois seulement après l'adoption de la loi sur le mariage pour tous. Plus belle la vie met en scène le mariage de Gabriel et Thomas, 2 personnages emblématiques de la série. Ce fut le premier mariage gay de la télévision française, sous les yeux de plus de 3 millions de téléspectateurs. Et les scénaristes de Plus belle la vie ne se sont pas arrêtés là. En 2018, la série marque une nouvelle fois les esprits en introduisant le premier acteur transgenre à la télévision. Il joue un responsable d'association qui accompagne Clara, une adolescente de 15 ans dans sa transition. Clara Baumel, que l'on suit déjà depuis quelques années, annonce alors à sa famille être mal dans son corps de femme et souhaite désormais que l'on l'appelle Antoine. C'était pour 2018, mais ces dernières semaines, Plus belle la vie s'est encore illustré sur la question transgenre. Oui, les fans du feuilleton marseillais ont fait la connaissance d'une nouvelle actrice et pas n'importe laquelle, Meryl B, qui dans la vraie vie est une tiktokeuse transgenre suivie par plus de 3 millions de personnes. Elle est considérée comme la porte-parole des personnes transgenres. Plus belle la vie est donc un véritable feuilleton qui se sert de la fiction pour faire réfléchir les téléspectateurs au changement de la société. Et pour s'assurer d'être à la page, l'équipe de scénaristes s'entretient d'ailleurs régulièrement avec des sociologues et psychologues. On l'a compris, Plus belle la vie est précurseur sur des sujets de société, notamment sur la question de la tolérance. Mais qu'en est-il de l'écologie, l'une des préoccupations des Français et notamment de la jeunesse ? Justement, depuis quelques années, une nouvelle génération est arrivée à l'écran, à l'image de notre société actuelle, la génération Greta à la sauce Plus belle la vie. Engagée sur les questions sociales et environnementales, elle parle de véganisme à ses parents, explique qu'il vaut mieux acheter reconditionné que neuf, et même une intrigue entière est tournée autour du sauvetage d'un arbre. Elle met en scène Lola, une lycéenne mobilisée contre l'abattage d'un arbre centenaire qui doit être rasé pour laisser place à un parking. Cette intrigue a été inspirée d'une histoire vraie qui s'est déroulée aux États-Unis dans les années 90. Elle a été écrite en collaboration avec On est prêt et Imagine 2050, 2 mouvements pour la jeunesse, le climat et la justice sociale. Et l'intrigue a été diffusée le 22 avril 2021 à l'occasion de la Journée de la Terre. Des stars de l'écologie comme Camille Etienne et Julien Vidal étaient même présents dans l'épisode. Le temps d'une chronique ne suffirait pas pour démontrer de quelle manière Plus belle la vie a su parler et faire évoluer les mentalités de tous ses spectateurs, de toutes les générations. Depuis 18 ans, elle a su raconter de nombreuses histoires, incluant des sujets comme le handicap, le cancer du sein, l'homoparentalité, la PMA, le racisme, l'euthanasie, le sida ou encore la lutte écologique. Alors, PBLV vous paraît-il toujours aussi ringard à vos yeux ? On entend bien la fan. Merci beaucoup Lisa Domergue pour ton regard très personnel. On se retrouve très vite dans l'angle. D'ailleurs, l'angle c'est terminé. Un nouvel épisode est prévu dans 2 semaines. D'ici là, à très bientôt.